Elle n'est qu'une gratte-papier glorifiée dans la logistique. C'est ainsi que ma propre mère m'a présenté à 23 invités d'élite, lors de la fête de fiançailles de mon frère. Instantanément, le PDG enfant chéri a eu un sourire narquois, et a remué le couteau dans la plaie, exactement. Elle n'a jamais vu de véritable déploiement de combat. Mais avant même que je puisse ouvrir la bouche, la mère de la mariée a laissé tomber sa fourchette en argent sur la table en marbre. Elle n'était pas une simple épouse mondaine. Elle était une générale 4 étoiles. La femme que j'avais rencontrée exactement une fois, 18 mois plus tôt, dans une salle de briefing top secrète du Pentagone. Elle a planté ses yeux froids et morts sur moi, et a murmuré très exactement 7 mots. Juste une phrase. Et le visage arrogant de ma mère s'est instantanément vidé de sa couleur, pâle comme un cadavre. Avant de vous dire quels étaient ces 7 mots, prenez une seconde pour cliquer sur j'aime et vous abonner. Surtout si vous avez déjà été humilié par votre propre famille, juste parce que vous ne présentiez pas bien sur leur CV. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cette histoire pourrait bien être exactement la réponse que vous cherchez, en ce moment même. Pour comprendre le poids absolu de ce que la générale a dit à cette table, laissez-moi vous ramener 10 ans en arrière. À la nuit où cette famille m'a officiellement étiqueté comme une honte irrécupérable. Il y a 10 ans, mon père, Arthur, travaillait pour le ministère des Anciens Combattants. Il passait 40 heures par semaine enfoui sous une montagne de paperasse administrative. À valider des demandes d'invalidité pour des gars, qui avaient laissé des morceaux d'eux-mêmes dans le sable, à l'étranger. On pourrait penser qu'une vie entière passée à traiter la paperasse pour des soldats brisés, apprendrait à un homme à avoir du cran. Ce ne fut pas le cas. Arthur était un lâche de la pire espèce. Il vivait sa vie dans des costumes bon marché en polyester gris de chez J.C. Penney, qui pochaient toujours aux genoux. À chaque fois que ma mère, Evelyne, partait dans l'une de ses crises de rage psychotique et obsédée par le statut, Arthur avait une routine. Il enfonçait ses mains profondément dans ses poches. Arrondissait les épaules jusqu'à paraître 2 fois plus petit. Et fixait un trou dans les plaintes éraflées. Il laissait échapper un petit raclement de gorge pathétique et fuyant. AM. Et puis il s'en allait. Il se mentait à lui-même. Il appelait ça de maintenir la paix. Il s'était convaincu que rester là dans un silence de mort pendant que sa fille se faisait étriper psychologiquement, n'était que le prix à payer pour empêcher la maison de brûler. Il voulait une vie tranquille. Mais son silence a été l'arme qui a causé le plus de dégâts. Cela me disait chaque jour que je ne valais pas la peine qu'on se batte pour moi. La maison dans laquelle nous vivions n'était pas un foyer. Le salon était un musée méticuleusement organisé. Un sanctuaire entièrement dédié à l'enfant en or, Julien. Mon frère avait 4 ans de moins que moi. Il sentait constamment le gel pour cheveux en aérosol hors de prix, et l'arrogance imméritée. Julien gagnait une fortune dans le secteur des contrats de défense. Il négociait des systèmes d'armes et des logiciels de sécurité, sur du papier blanc immaculé. Il vendait les outils de la guerre depuis un bureau climatisé du centre-ville de Washington DC, bien à l'abri du sang, de la saleté et des sacs mortuaires. Pourtant, Evelyne le traitait comme s'il était Captain America. Ma mère était une femme amère. Des décennies plus tôt, elle avait raté un poste diplomatique de niveau intermédiaire au département d'État. Parce qu'elle était tombée enceinte de moi. Elle ne m'a jamais laissé l'oublier. Puisqu'elle ne pouvait pas avoir le style de vie de l'élite de Washington dont elle rêvait. Elle a utilisé ses enfants comme des armes pour l'obtenir. Julien était son mandataire ultime. Elle a tapissé les murs du salon avec ses diplômes en commerce. Ses coupures de journaux locaux 31h30. Et ses récompenses en plastique plaqué hors de mauvais goût, qui accrochaient la lumière des spots encastrés. Moi, j'étais tout le contraire. J'étais le fantôme dans le couloir. La déception. À chaque fois qu'on avait de la visite. Généralement d'autres banlieusards de la classe moyenne, désespérés de se donner des airs de vieille fortune. Evelyne jouait exactement la même partition. Je peux encore sentir l'odeur de l'agneau rôti et du chardonnay bon marché. Elle se tenait en bout de table, tapotant son ongle manucuré contre son verre de vin pour capter l'attention de la pièce. Julien vient de conclure un contrat de sécurité d'1 milliard d'euros, annonçait-elle, la voix dégoulinante d'une fierté fabriquée de toutes pièces. La table poussait des beaux et des là. Puis elle faisait une pause, un temps mort théâtral et calculé. Ses yeux glissaient vers l'endroit où j'étais assise, à l'autre bout de la table. La fierté disparaissait, remplacée par une pitié bon marché et étouffante.
Et Elsie, soupirait-elle en secouant la tête. Eh bien, elle est toujours coincée dans une base, à faire des petits boulots, à s'occuper de la logistique. Elle aime la sécurité. Julien avait un sourire narquois derrière sa serviette. Arthur trouvait soudainement ses haricots verts incroyablement intéressants. Et les invités me lançaient ce petit signe de tête compatissant et pincé, réservé aux ratés de la famille. Dans cette maison, le droit de respirer d'une personne était mesuré uniquement par son retour sur investissement, roi, professionnel. Si on ne pouvait pas vous parader dans un cocktail de country club, vous étiez un déchet. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté d'assiette contre le mur. Je n'ai pas pleuré dans ma chambre. Vous ne survivez pas à un environnement toxique, en vous vidant de votre sang au grand jour. Vous apprenez à vous détacher. Vous apprenez à observer vos bourreaux, avec le détachement froid et clinique d'un sniper scrutant une lisière de forêt. Je les ai observés. J'ai cartographié leurs insécurités. Je suis devenu de l'acier. Mais la limite absolue de mon endurance a fini par céder, au cours de l'été où j'ai eu 22 ans. Je venais de traverser la scène de l'université. Je tenais un diplôme avec mention, major de ma promotion. Cela ne signifiait absolument rien pour eux. Pour Evelyne, un diplôme de premier cycle n'était que la couche d'après. Elle avait déjà tracé le reste de ma vie. Prête à me modeler pour devenir son prochain accessoire brillant, à exhiber devant les voisins. C'était fin août. La chaleur dans la cuisine était oppressante, épaisse et collante. Le vieux réfrigérateur Kenmore dans le coin émettait un bourdonnement fort et cliquetant. J'étais assise à la table en formica, buvant un verre d'eau du robinet. Evelyne est entrée d'un pas ferme dans la cuisine. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Elle s'est juste arrêtée au bord de la table. Et a claqué une lourde brochure sur papier glacé sur la surface. Le claquement du papier épais a résonné sur les murs carrelés. J'ai baissé les yeux. C'était une brochure d'admission pour la faculté de droit de Harvard. Le réfrigérateur continuait de bourdonner. L'air dans la pièce est devenu complètement mort. La lourde brochure d'admission sur papier glacé de Harvard a heurté la table en formica bon marché avec un bruit sec. Le son a rebondi sur les carreaux de la cuisine, net et autoritaire. Le vieux réfrigérateur Kenmore dans le coin a enclenché son fort bourdonnement cliquetant. La chaleur d'où à l'intérieur de la pièce était épaisse, collante et suffocante. Je n'ai pas tressailli. Je suis resté parfaitement immobile dans mon t-shirt en coton gris tout simple. Ma colonne vertébrale était droite. Mes épaules carrées. J'ai regardé directement dans les yeux d'Evelyne. Je n'irai pas à la faculté de droit, ai-je dit. Ma voix était complètement atone. Pas de tremblement, pas d'hésitation. J'ai plongé la main dans mon dossier Kraft. J'en ai sorti une seule feuille de papier impeccable, et je l'ai fait glisser directement sur la brochure de l'Ivy League. C'était le formulaire 4A1 du département de l'armée. Contrat d'engagement dans l'armée américaine. Je pars pour l'entraînement de base, ai-je déclaré, en gardant mes yeux rivés sur les siens. Je rentre dans la filière des forces spéciales. Elle n'a même pas baissé les yeux vers le papier. Elle m'a juste fixé. 1 seconde, 2 secondes, 14 secondes d'un silence lourd et mortel se sont écoulées. L'air dans cette cuisine exiguë s'est transformé en béton. J'avais l'impression d'aspirer des gaz d'échappement. Je suis resté assise là, à réguler ma respiration. Regardant la veine de son cou commencer à palpiter contre sa peau pâle. Puis le barrage a cédé. Evelyne a explosé. Elle a poussé un cri perçant. C'était le son aigu et grinçant d'une femme, qui venait d'être dépouillée de son accessoire le plus précieux. « Tu veux être une femme de chambre glorifiée » a-t-elle craché. Elle a frappé des mains sur le comptoir si fort, que les tendons de son poignet ont ressorti. « Tu veux jeter la réputation de cette famille aux ordures, pour aller ramasser des déchets dans une zone de guerre paumée? Tu as perdu la tête ?» Pile à ce moment. Arthur est entré en traînant les pieds dans la cuisine. Il portait ses pantoufles en velours côtelé marron délavé. Les épaules voûtées en avant. Ressemblant à un chien battu évitant un journal roulé. Il a jeté un coup d'œil au papier d'engagement militaire sur la table. Et a immédiatement gémi, en se frottant le visage des deux mains. « J'ai déjà dit au gars du bureau de la VA que tu avais été accepté à Harvard, a-t-il marmonné. Il refusait de me regarder dans les yeux. Comment je suis censé arriver là-bas lundi matin? Ils vont poser des questions.
Tu me fais passer pour un idiot fini. Pas un seul mot sur ma sécurité. Pas une seule question sur mon avenir. Juste ces pathétiques ragots de machine à café. Il traitait des demandes d'invalidité pour des soldats brisés à longueur de journée. Mais dans sa propre maison. Un uniforme n'était qu'un embarras social. Mon téléphone a vibré violemment contre la table, s'entrechoquant avec mon verre d'eau. L'écran s'est allumé dans la pénombre de la cuisine. Un message texte de Julien, confortablement installé dans sa chambre climatisée, à peine à 6 mètres dans le couloir. Tu fais encore pleurer maman. Arrête d'essayer de jouer les héros et fais ce qu'on te dit. J'ai regardé l'écran lumineux. J'ai regardé Arthur, qui étudiait maintenant intensément les éraflures sur le sol en lino. J'ai regardé Evelyne, dont le visage était violacé de rage. Sa poitrine se soulevant, alors qu'elle préparait son ultimatum final. Si tu franchis cette porte pour ça, a ricané Evelyne, en pointant un doigt manucuré tremblant à quelques centimètres de mon visage. T'es fini. Je te couperai les vivres jusqu'au dernier centime. Pas d'argent. Pas de forfait téléphonique. Aucun soutien. Tu peux aller récurer les toilettes dans la boue pour ce que ça m'intéresse. Tu ne sauras rien. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas expliqué. Je me suis levé. J'ai repoussé la chaise en bois. Les pieds ont raclé bruyamment sur le sol. Coupant court à ses hurlements. Je leur ai tourné le dos, et je suis sorti par la porte arrière. L'air de la nuit était humide. Il sentait l'herbe coupée et la terre humide. Les planches de bois du porche arrière grinçaient sous mes bottes. Assise sur la balancelle pourrie dans le noir, se trouvait la seule personne de toute cette lignée, qui comprenait réellement le poids d'un uniforme. Grand-mère Margaret. Elle avait 78 ans. Une ancienne infirmière de l'armée, qui avait enchaîné des gardes de 30 heures dans des hôpitaux de campagne glaciale, pendant la guerre froide. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle est juste restée assise dans l'ombre, tirant une longue bouffée sur une cigarette Winston. La cerise rouge incandescente jetait une faible lueur, sur ses rides profondes et burinées. Elle s'est levée lentement, et a écrasé la cigarette sous le talon de sa chaussure. Elle a fouillé profondément dans la poche de son gilet en laine délavé. Elle a attrapé ma main droite. Ses doigts étaient osseux, coriaces, et ressemblaient à du vieux cuir. Elle a fermement pressé un rouleau épais et lourd de billets de 20 € dans ma paume. 800 €. Et juste au-dessus de l'argent, elle a fait tomber une chaîne en métal. J'ai baissé les yeux. C'était une plaque d'identité, piquée, rayée et parsemée de décennies de rouille brune. La plaque de mon grand-père. Le métal était glacial contre ma peau. Margaret m'a regardé droit dans les yeux. Sa voix sonnait comme du gravier qu'on écrase. « Garde-la », a-t-elle ordonné. Pour les nuits où les tirs traçants t'empêcheront de dormir. Tu la regarderas, et tu te souviendras que tu as le sang de véritable guerrier dans les veines. Laisse les autres pourrir dans leur bureau propre. J'ai fait un seul signe de tête. Je ne suis pas retourné à l'intérieur, pour m'excuser auprès de ma mère. Je n'ai pas supplié Arthur de comprendre. J'ai glissé la chaîne en métal rouillée autour de mon cou. L'acier froid s'est posé juste contre ma clavicule. Il était lourd. Il ressemblait à une armure. J'ai marché droit vers ma chambre. J'ai attrapé le lourd sac de sport vert olive que j'avais préparé 3 jours plus tôt, et je l'ai jeté sur mon épaule. L'épaisse sangle en toile s'est durement enfoncée dans mon muscle. J'ai franchi la porte d'entrée, et j'ai laissé la moustiquaire claquer derrière moi. 1 heure plus tard, je me tenais sur le béton fissuré, du quai de la gare routière du centre-ville. L'odeur d'épais gaz d'échappement diesel, et de pluie rance remplissait mes poumons. Le bus Greyhound tournait au ralenti près du trottoir. Ses énormes freins à air, sifflant violemment dans le noir. Je suis monté dans le bus, j'ai marché directement vers le fond, et je me suis assise sur un siège en vinyle craquelé. Le moteur a rugi. Alors que le bus s'éloignait du trottoir, j'ai regardé à travers la vitre crasseuse et teintée de jaune. J'ai regardé les pelouses entretenues, les allées immaculées, et les lumières vives des porches du quartier de ma famille, s'estomper lentement dans la nuit noire. J'ai appuyé ma tête contre la vitre vibrante. J'ai fermé les yeux, et je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. Les recruteurs de l'armée vous vendent une publicité bien lisse. Des uniformes impeccables. Des drapeaux flottants au vent. Des saluts nets. La réalité n'est que terre, bruit,
et la puanteur cuivrée du sang. 3 ans après être monté dans ce bus Greyhound. Je mangeais du sable dans un avant-poste isolé au Moyen-Orient. Julian était de retour à Washington, D.C., portant un costume sur mesure, concluant des contrats de défense sur du papier blanc immaculé. Mes contrats étaient négociés dans la boue, la sueur et les douilles vides. Je ne poussais pas de paperasse. Je poussais de la gaze de combat dans des plaies thoraciques ouvertes. J'ai appris le bruit de déchirure exact que fait un garrot tourniquet, CAT, lorsque l'on arrache le velcro sous un feu nourri. J'ai appris comment abattre une cible à 300 mètres, juste pour rester en vie. L'odeur de cordite brûlée et de sang séché s'est profondément incrustée dans mes pores. On peut frotter avec un savon puissant jusqu'à ce que la peau soit à vif. Mais cette odeur ne part jamais. Elle devient une partie de vous. Il était très tard dans la nuit, après qu'un raid massif ait complètement dérapé. Nous avons réussi à regagner la base d'opération avancée. Je me tenais au centre du camp. Couverte de poussière blanche crayeuse, et du sang de quelqu'un d'autre. Plus tôt cette semaine-là, le commandant du bataillon avait épinglé des barrettes argentées sur mon col. Capitaine Elsie Allen. Un officier, OO3, de l'armée des États-Unis. Je ne pensais pas à mon grade. Je me tenais sous la lumière crue et aveuglante d'un projecteur halogène, regardant le sergent-chef Carlos Mendes. Carlos avait 47 ans. 3 enfants restés au Texas. Un militaire de carrière qui traitait son unité mieux qu'il ne se traitait lui-même. Le contraste entre lui et ma famille était une pilule amère à avaler. À la maison, ma mère mesurait la valeur d'une personne à son code postal, et à ses abonnements au country club. Ici, la valeur se mesurait à qui courait vers les coups de feu, pendant que tous les autres se jetaient au sol. 2 heures plus tôt, dans une ruelle plongée dans le noir absolu. Carlos a jeté tout le poids de son corps contre moi. Il m'a poussé violemment dans un fossé de drainage. Juste au moment où un obus de mortier a déchiré la terre, là où je me tenais une seconde auparavant. Il a pris l'éclat d'obus dentelé, qui était destiné à ma colonne vertébrale. Maintenant, les médecins l'avaient allongé sur un brancard en toile. Le lourd tissu olive était en train de s'imbiber. Une tache sombre et humide s'étalait rapidement sous ses côtes. Il serrait les dents, le visage pâle et luisant de sueur froide sous la saleté. Les médecins bougeaient vite. Les mains tachées de rouge. Criant pour réclamer un hélicoptère d'évacuation sanitaire. Le vent du désert s'est levé. Jetant du sable fin et cinglant contre mon visage. La température chute vite la nuit là-bas. Le froid transperce les treillis. J'ai détaché le velcro d'une poche de mon gilet tactique, et j'ai sorti le lourd téléphone satellite noir. J'ai essuyé le sable de l'écran avec mon pouce. Mes mains tremblaient légèrement. Non pas de peur, mais à cause de la décharge massive d'adrénaline, qui quittait lentement mon organisme. J'avais juste besoin d'une attache. D'une connexion humaine normale, pour m'ancrer avant que les hélicoptères n'arrivent. J'ai composé l'indicatif régional de la Virginie. La statique a sifflé à mon oreille. Un craquement numérique strident. 3 sonneries. Allô? C'était Evelyne. Sa voix était tranchante, irritée. Comme si je venais d'interrompre son émission de télévision préférée. Pas de « est-ce que ça va ?» Pas de « je suis heureuse que tu sois en vie ». Tu n'en as pas marre d'être un sac à balles, a-t-elle demandé. Les glaçons ont teinté dans son verre. Je pouvais l'imaginer debout dans sa cuisine immaculée. Tenant un verre de chardonnay bon marché. J'ai dégluti difficilement. Ma gorge ressemblait à du papier de verre. J'ai regardé les médecins découper l'uniforme de Carlos avec des ciseaux de traumatologie. Je viens de passer capitaine, maman. Une pause sur la ligne. Le délai du satellite étirait le silence. Puis. Un lourd soupir théâtral. C'est ça, a dit Evelyne. Sa voix a adopté ce ton moqueur familier. Glacial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tu distribues toujours des bottes dans un entrepôt? Ou t'ont-ils enfin promu au lavage du réfectoire? Mon emprise sur l'épais téléphone en plastique s'est resserrée. Jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Je pouvais entendre le faible murmure de la télévision en fond sonore, de leur côté. Des commentateurs de chaînes d'information en train de débattre. Le confort domestique de tout cela était écœurant. Ils étaient assis sur des meubles en cuir moelleux. Tandis que l'air que je respirais avait un goût de gaz d'échappement diesel et de panique.
Avant même que je ne puisse formuler une réponse. Le combiné a glissé. La voix d'Arthur a traversé la statique. Elsie, écoute, s'est-il empressé de dire. Sa voix bourdonnait de ce besoin pathétique et désespéré d'être d'accord avec ma mère. Ton frère vient de conclure une affaire énorme. Logiciel de cybersécurité. À 7 chiffres. Le garçon est un génie absolu. C'est lui qui protège vraiment le pays en ce moment. Tu aurais dû voir les clients le regarder. J'ai arrêté d'écouter. Les mots se sont fondus en un bourdonnement sourd et dénué de sens. C'est lui qui protège vraiment le pays. J'ai regardé Carlos. Il a laissé échapper un gémissement sourd et rauque. Alors qu'un médecin enfonçait de la gaze profondément dans la blessure de l'éclat d'obus. Le sang s'accumulait sur les semelles en caoutchouc de ses bottes de combat. Le sang gouttait sur le sable. Julien buvait du scotch hors de prix dans un immeuble de grande hauteur, vendant des lignes de code. Carlos se vidait de son sang sur un lit de camp en toile, pour me garder en vie. Et les personnes qui partageaient mon ADN. Les personnes qui dormaient en toute sécurité, sous la couverture de sécurité que nous offrions. Pensaient que mon uniforme était une tenue de concierge. Un profond engourdissement glacial m'a envahi. Il a commencé dans ma poitrine, et s'est propagé jusqu'au bout de mes doigts. La dernière braise d'espoir que j'avais pour ma famille. Le souhait puéril et stupide, qu'il finirait peut-être par me respecter. S'est éteinte complètement. Ma mâchoire s'est serrée. Les muscles de mon cou se sont tendus comme des câbles d'acier. Je n'ai pas hurlé. Je ne les ai pas maudits. Je ne leur devais pas ma colère. Ils ne valaient pas les calories qu'il aurait fallu pour élever la voix. J'ai regardé le téléphone encombrant dans ma main. J'ai fixé le bouton rouge. Mon pouce s'est enfoncé. Bip. La ligne s'est coupée. La statique sifflante a disparu. J'ai glissé le téléphone de retour dans mon gilet, et j'ai fermé le velcro. Je n'ai pas rappelé. Ni ce soir-là. Ni le jour suivant. J'ai fermé une immense et lourde porte en acier dans mon esprit. Les enfermant totalement dehors. Pour les 7 années suivantes. Je les ai laissés vivre dans leur petite bulle illusoire. À vénérer leur garçon en or et ses contrats papier. Je les ai laissés croire que je n'étais rien. J'ai tourné le dos à l'obscurité. J'ai marché vers le brancard de Carlos. Et je me suis agenouillé dans le sable ensanglanté. 7 ans, c'est long pour garder une porte fermée. J'ai passé ces années à construire une vie faite de Kevlar, d'encre classifiée, et de garde de nuit. Aujourd'hui, je suis le Major Elsie Allen, OO4. Renseignements militaires et opérations spéciales. Mon appartement près de la base est dépouillé. Pas de trophées plaqués or au mur. Pas de coupures de journaux encadrés. Juste un solide bureau en chêne, un ordinateur portable lourdement crypté, et une unique douille en laiton cabossée de mon premier combat. Posée à côté de ma tasse de café noir. Sous ma chemise. Mes côtes et mon épaule droite portent d'épaisses crêtes irrégulières de tissu cicatriciel. Elles font mal avec une chaleur sourde et lancinante, lorsque la pression barométrique chute. Le grand public ne connaît pas mon nom. Mais dans les salles sécurisées sans fenêtre du Pentagone, ils savent exactement qui je suis. Il y a 18 mois, j'ai planifié et commandé l'opération Vanguard. C'était une mission ultra secrète. Au risque. 0 empreinte publique. Mon équipe est entrée dans un secteur hostile sous le couvert d'une tempête de sable. A neutralisé 14 cibles de grande valeur. Et a sorti 42 otages internationaux d'un sous-sol en béton. Je ne l'ai pas fait pour une médaille. Je l'ai fait parce que c'était le travail. Mais le président des États-Unis m'a tout de même épinglé une Silver Star sur la poitrine. Je l'ai ramené chez moi. Je l'ai enveloppé dans un morceau de tissu. Et je l'ai enfermé dans un tiroir sombre. Ma famille ignorait tout cela. Pour eux, j'étais toujours la ratée têtue qui triait des bottes dans un placard à fournitures poussiéreux. Nous nous parlions à peine. Généralement de simples textos forcés pour les fêtes. Alors, quand mon téléphone a vibré un mardi soir avec l'identifiant de l'appelant de Julien, j'ai failli laisser couler jusqu'à la messagerie. Je vais me marier, a-t-il annoncé. Pas de salutation, juste de la vantardise. Il a parlé pendant 10 minutes d'affilée de sa fiancée, Clara Sterling. Elle était avocate d'entreprise. De l'Ivy League, naturellement.
Julian était pratiquement en hyperventilation à cause de son haut pédigré. Son père est le sénateur Richard Sterling. Du comité des forces armées, a fanfaronné Julian. La suffisance irradiait à travers le haut-parleur. Il joue au golf avec les plus grands entrepreneurs de la défense du pays. C'est énorme pour mon cabinet, Elsie. Félicitations, ai-je dit. Ma voix était tâtonne. Et sa mère. Julian a continué, lâchant le nom comme un ticket de loto gagnant. C'est Victoria Sterling. Tu sais. Puisque tu es dans l'armée. Tu as peut-être déjà entendu parler d'elle. Général 4 étoiles. Quelqu'un de très important au Pentagone. J'ai arrêté d'essuyer le comptoir de ma cuisine. Le chiffon humide s'est figé dans ma main. La générale Victoria Sterling. Je l'avais rencontrée très exactement une fois. 18 mois plus tôt. Je me tenais au garde à vous, dans une salle de briefing souterraine insonorisée, au Pentagone. La générale Sterling était assise en bout de la lourde table en acajou. Elle a écouté, avec une expression de marbre, mon évaluation des risques pour l'opération Vanguard. Elle m'a regardé droit dans les yeux. A pris un lourd stylo en acier. Et a signé l'ordre d'exécution, qui a envoyé mon équipe dans la nuit. Julian continuait de parler, joyeusement ignorant de la collision frontale qu'il était en train de préparer. Ils organisent un dîner de fiançailles ce samedi au Capitole Gris à DC. Maman veut que tu sois là. Essaie d'être présentable. Et s'il te plaît, ne nous mets pas dans l'embarras. Samedi soir. Le salon privé sentait le faux filet maturé à sec, le bourbon hors de prix, et la vieille fortune. Je suis arrivé 20 minutes en avance. Je portais un chemisier en soie noire sur mesure, et un pantalon sombre. Pas d'uniforme. Pas d'insigne de grade. Juste des vêtements civils. Julian était déjà là. Transpirant à travers le col de son costume sur mesure de prix. Faisant les 100 pas de façon agressive, sur l'épaisse moquette. Quand son téléphone a sonné, il a sursauté. C'est le traiteur, a-t-il marmonné. Jetant son iPhone sur la froide table en marbre. Il s'est précipité dans le couloir, pour crier sur son interlocuteur. Je suis resté seul dans la pièce. J'ai pris un pichet en verre, et je me suis versé de l'eau glacée. Sur la table. L'écran de l'iPhone de Julian s'est allumé. Une notification a retenti. Je n'avais pas l'intention de fouiner. Mais le texte de la bannière brillait en bleu vif, contre le marbre sombre. Et le nom du groupe de discussion a immédiatement attiré mon attention, mise à jour de la famille Allen. Il y avait 3 personnes dans ce chat, Evelyne, Arthur et Julian. Je n'y étais pas incluse. Je ne l'ai jamais été. Un nouveau message de ma mère est apparu sur l'écran de verrouillage. Evelyne, fais tout ce qu'il faut ce soir, Julian. Ne laisse tout simplement pas Elsie parler de son travail militaire. Les Sterling font partie de l'élite de la haute société. Ils n'ont pas besoin de savoir que nous avons une fille qui fait un travail de logistique de bas étage. Change de sujet si tu y es obligé. Un autre ping. Julian avait répondu depuis le couloir. Julian, détends-toi maman. Je la ferai taire rapidement. Elle n'a de toute façon jamais vu de véritable déploiement. Elle n'a absolument rien dont elle puisse se vanter. Je suis resté parfaitement immobile. La glace s'est déplacée dans mon verre d'eau, avec un léger cliquetis. Je n'ai pas attrapé le téléphone. Je n'ai pas brisé le verre contre le mur. La colère qui m'a frappé, n'était ni bouillante, ni explosive. Elle était glaciale. C'était la clarté clinique et absolue d'un tireur d'élite verrouillant une cible. Ils avaient comploté cela. Ils avaient formé une stratégie coordonnée pour cacher mon existence. Pour eux. Le sang que j'avais laissé dans le sable. Les cicatrices sur mes côtes. Et la Silver Star dans mon tiroir. N'étaient que de petits secrets sales. Une tache sur leur image corporative immaculée. Ils se préparaient à me dépouiller publiquement de ma dignité. Juste pour baiser la bague d'un sénateur. J'ai posé le verre. J'ai reculé les épaules. Sentant le tiraillement familier et serré de mon tissu cicatriciel. L'état d'esprit du renseignement militaire a pris le dessus. L'émotion est un handicap. L'effet de levier est tout. Ils n'avaient aucune idée de qui entrait dans cette pièce. Ils n'avaient aucune idée que je détenais déjà l'atout ultime.
J'ai porté la main à mon col. Sous la douce soie noire. Le métal froid et rouillé de la plaque d'identité de mon grand-père reposait contre ma peau. J'ai pressé mon pouce contre le bord rugueux de l'acier. Il n'y aurait plus de retraite silencieuse. Plus de maintien de la paix pour protéger une famille qui me méprisait. Je me suis tourné vers les lourdes doubles portes en chêne, juste au moment où le maître d'hôtel les ouvrait. Je pouvais entendre le rire faux et trop enthousiaste d'Evelyne résonner depuis le couloir. La famille Sterling arrivait. Le piège était en place. J'ai laissé mes mains tomber le long de mon corps. J'ai redressé mes épaules. Et je suis entré directement dans la zone de combat. 23 personnes étaient assises autour d'une immense table en acajou. À l'intérieur de la suite gastronomique privée du Capitol Grill. L'air dans la pièce était lourd. Il sentait le faux filet maturé. L'ail rôti. Et le lourd parfum floral suffocant et onéreux. Les verres d'eau en cristal tintaient. Les lourdes fourchettes en argent raclaient doucement contre la fine porcelaine blanche. C'était le territoire de l'élite de Washington D.C. Une pièce conçue purement pour les jeux de pouvoir et le réseautage. Evelyne tenait la cour. Elle portait une robe en soie bleu foncé, qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Elle glissait à travers la pièce, une coupe de champagne à la main. Courtisant la famille Sterling et leurs amis politiques. Elle était exactement là où elle avait toujours voulu être. Nageant dans une piscine d'ancienne fortune, de connexions sénatoriales et de sous-traitants de la défense. Elle parlait fort. Elle s'assurait que tout le monde à table entende parler des dernières affaires commerciales de Julian. Elle lançait des mots comme cyberinfrastructure et intégration de logiciels tactiques. Comme si elle savait réellement ce qu'ils signifiaient. Elle riait à des blagues qui n'étaient pas drôles. Et, parfaitement en accord avec sa petite stratégie de groupe de discussion. Elle m'a traité comme un vilain meuble. J'étais assise près du bout de la longue table. Je portais une simple chemise en soie noire. Je gardais le dos parfaitement droit. Les épaules carrées. Je n'ai pas bu le vin qu'on m'avait versé. Je suis simplement restée assise en silence. Regardant ma mère séduire son public. La regardant échanger ma dignité contre quelques miettes de statut social. Le sénateur Richard Sterling était assis en face de moi. Le père de Clara. Il portait un costume gris sur mesure, et arborait le sourire facile et poli d'un politicien de carrière. Il a fini de mâcher un morceau de viande. S'est essuyé la bouche lentement avec une serviette en lin blanc. Et s'est penché en avant. Il a reposé ses avant-bras sur la table, et m'a regardé directement. Alors, Elsie, a dit le sénateur. Sa voix était profonde et sincèrement polie. Julian nous parle beaucoup de son cabinet. Il est plutôt bon vendeur. Mais vous, que faites-vous? J'ai pris ma respiration pour répondre. Mais je n'ai même pas pu sortir la première syllabe d'entre mes dents. Oh, Elsie est aussi dans l'armée, est intervenue Evelyne. Sa voix a tranché net à travers la lourde table en acajou. Elle a souri au sénateur. Mais ses yeux étaient complètement vides. Elle a déployé ce ton de fausse compassion si bien rodé. Celui-là même qu'elle utilisait pour me rabaisser depuis mon adolescence. Elle travaille dans l'armée, a continué Evelyne, agitant la main d'un geste dédaigneux comme pour chasser une mouche. Mais elle fait juste un travail logistique de bas niveau. Vous savez. De la paperasse. Compter des bottes dans un entrepôt, quelque part. Elle aime la sécurité d'un bureau. Quelques-uns des invités ont fait ce petit signe de tête polie, inconfortable et contraint. Le genre de hochement de tête que les gens font quand ils ont pitié de vous. Julian s'est adossé à son lourd fauteuil en cuir. Il a ajusté les poignets de sa veste de costume onéreuse. Il a fait tourner le vin rouge dans son verre. Regardant le liquide sombre enrober le cristal. Un sourire narquois, suffisant et gras s'est dessiné sur son visage. Il a regardé sa fiancée, Clara. Puis son futur beau-père. Et a décidé de porter le coup de grâce. Il voulait s'assurer à 100% que les Sterling savaient qu'il était le seul et unique guerrier de la famille Allen. Exactement, a ricané Julian. Sa voix a facilement couvert la douce musique jazz, diffusée par les haut-parleurs du plafond. Elsie n'a jamais vu de véritable déploiement de combat. Elle n'y connaît absolument rien, au véritable système d'armes que mon entreprise fournit au Pentagone. Honnêtement, elle ne sait probablement même pas quelle est la véritable odeur de la poudre à canon.
Un silence de mort s'est abattu sur notre bout de la table. J'ai regardé Arthur. Mon père était assis juste à côté de Julien. Il portait un costume légèrement meilleur que ses vieux haillons de chez J.C. Penney. Mais l'homme à l'intérieur était exactement le même lâche. Arthur fixait sa purée de pommes de terre à moitié mangée. Il a voûté les épaules. S'est raclé la gorge avec ce petit bruit pathétique et familier. Et a donné un haussement d'épaule évasif. Il les soutenait par son silence. Il laissait son fils étriper publiquement sa fille. Juste pour garder sa propre place confortable à table. Sous la lourde nappe en lin. Ma main droite s'est recourbée en un point. Mes ongles se sont enfoncés durement dans ma paume. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. L'envie brute et violente de passer par-dessus l'acajou. D'attraper Julien par sa cravate en soie hors de prix. Et de faire rebondir son visage sur le centre de table en marbre. Soudain, une main a saisi mon poignet sous la table. C'était grand-mère Margaret. Elle était assise à ma gauche. Ses doigts osseux, gonflés par l'arthrite, ont agrippé mon bras avec une force surprenante et violente. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau. Je pouvais sentir tout son bras trembler. Pas à cause de la vieillesse. À cause d'une rage pure et non altérée. Elle foudroyait Evelyne du regard. La mâchoire serrée. La respiration lourde et haletante. J'ai tendu ma main gauche. Et j'ai doucement serré ses doigts. Un ordre silencieux de rester calme. Je n'ai pas craqué. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas défendu mon honneur devant une table remplie de civils. J'ai simplement regardé Julien. Mon visage était un mur de pierre. J'ai gardé ma respiration lente et régulière. 2 secondes d'inspiration. 2 secondes d'expiration. J'ai regardé directement dans les yeux de mon petit frère. Avec la concentration froide et morte, d'un sniper ajustant son réticule juste entre les yeux d'une cible. Laisse-le parler. Laisse-le creuser son trou un peu plus profondément. Il pensait avoir toutes les cartes en main. Il pensait que son petit empire de papier faisait de lui un dieu dans cette pièce. J'ai senti l'acier froid et rouillé de la plaque d'identité de mon grand-père, pressé contre ma poitrine sous ma chemise. J'ai attendu. Mon entraînement militaire m'a enseigné une règle d'engagement absolue, vous n'interrompez jamais un ennemi. Lorsqu'il est en train de commettre une erreur fatale. Julien continuait de sourire. Prenant une gorgée lente et arrogante de son vin. Se prélassant dans sa propre gloire factice. Puis, dans le couloir, de lourds pas se sont approchés. Les poignées en laiton des portes du salon privé ont tourné. Les portes se sont ouvertes à la volée. Les lourdes portes en chêne se sont ouvertes. Elles n'ont pas claqué, mais le bruit a suffi à tuer instantanément le vacarme dans la pièce. La générale Victoria Sterling est entrée. Elle n'était pas en uniforme. Elle portait un blazer anthracite sur mesure, et un pantalon sombre. Mais le tissu ne cachait pas l'autorité qui émanait d'elle. C'était une présence physique. La pression de l'air dans la pièce a semblé chuter de 5 degrés, à la seconde où ses talons en cuir ont touché le parquet. Le faux rire aigu d'Evelyne s'est interrompu au milieu d'une phrase. Sa bouche est restée légèrement ouverte. Le sénateur Richard Sterling s'est levé immédiatement. Il a souri, soulagé de voir sa femme. Mais même lui a redressé sa posture. Le reste de la table a suivi, s'empressant de se lever de leur chaise en cuir. Julien a cogné son genou violemment contre le pied de la table dans sa précipitation pour se lever, renversant quelques gouttes de vin rouge sur le lin blanc. La générale Sterling ne s'est pas pressée. Elle a pénétré dans la suite gastronomique privée, avec l'allure lente et délibérée d'un prédateur suprême scannant un nouvel environnement. Elle a salué quelques-uns des invités politiques. Elle a serré la main d'Arthur, qui a essuyé sa paume moite sur son pantalon avant de tendre la main. Elle a toléré une brève étreinte trop familière d'Evelyne. Ses yeux ont balayé la longue table en acajou. Puis, ils se sont verrouillés sur moi. Elle s'est arrêtée de marcher. J'étais debout au bout de la table. La colonne vertébrale rigide. Les épaules carrées. Je n'ai pas bougé. J'ai soutenu son regard, avec la concentration absolue et inébranlable, requise face à un officier supérieur 4 étoiles. L'espace d'une demi-seconde. Il y a eu une lueur de véritable surprise, dans les yeux gris acier de la générale. C'était une micro-expression. Le léger soulèvement d'un sourcil. La légère contraction de la mâchoire. Elle traitait les données.
elle était en train d'associer la femme en chemisier en soie noire, présente à ce dîner de fiançailles ridicule à décès à l'officier de combat, qu'elle avait autorisé à être parachuté dans une base hostile 18 mois plus tôt. Elle m'avait reconnu. Je pouvais voir le moment exact où le souvenir a fait tilt. Ses yeux sont descendus vers mon épaule droite, puis sont remontés vers mon visage. Elle savait exactement ce qu'il m'en coûtait de me tenir droite. La générale Sterling a fait 3 pas en avant. La pièce était silencieuse comme la mort. Le seul son était le bruit sourd et lourd de ses talons bas. Elle a complètement ignoré Evelyne. Elle a ignoré la main tendue de Julian. Elle s'est arrêtée exactement à 1 mètre devant moi. « Major Allen », a dit la générale. Sa voix n'était pas forte. Ce n'était pas nécessaire. Elle a traversé la pièce silencieuse, comme un couteau de combat dentelé. C'est un rare honneur de vous voir hors de la base. Evelyne a laissé échapper un halètement étrange et étranglé. La main tendue de Julian est lentement retombée sur le côté. Il clignait des yeux rapidement. Regardant la générale, puis me regardant. Son cerveau échouant complètement à traiter l'audio. Major. Le mot flottait dans l'air. Pour ma famille, c'était une langue étrangère. Ils avaient passé les 10 dernières années à se convaincre que j'étais une femme de ménage d'entrepôt. J'ai fait un bref hochement de tête, parfaitement mesuré. L'honneur est pour moi, général, ai-je répondu. Ma voix était complètement plate. Zéro émotion. La générale Sterling n'a pas rompu le contact visuel avec moi. Mais je pouvais voir le calcul froid se faire derrière ses yeux. Elle était entrée à la moitié du petit discours de Julian. Elle avait entendu la toute fin de son monologue prétentieux. Elle l'avait entendu dire « Je n'avais jamais vu de véritable déploiement ». Elle l'avait entendu dire « Je ne connaissais pas l'odeur de la poudre à canon ». Elle savait exactement quel genre de serpent était assis à cette table. Elle a tiré la lourde chaise en cuir, directement en face de moi. Elle s'est assise lentement. Elle a lissé les revers de son blazer, gardant ses mouvements incroyablement contrôlés. Le reste des invités s'est maladroitement rassis. Evelyne a dégluti difficilement. Sa gorge tressautant visiblement. Elle a lancé un regard de panique, les yeux écarquillés, à Arthur. Arthur se contentait de fixer son assiette. Suant à grosses gouttes. « S'il vous plaît », a dit la générale Sterling, faisant un geste vers la table d'une main. « Ne me laissez pas interrompre la célébration. Continuez. » Mais l'atmosphère était ruinée. Julian avait l'air de venir d'avaler une balle de golf. Il a attrapé son verre d'eau. Sa main tremblant légèrement. Les glaçons ont teinté contre le cristal. Evelyne, désespérée de reprendre le contrôle de son statut social, a laissé échapper un petit rire nerveux. Oh. Général Sterling, nous étions justes. Eh bien, nous parlions du nouveau contrat de cybersécurité de Julian. Vous savez à quel point le travail de défense est important de nos jours. La générale Sterling n'a pas regardé ma mère. Elle a gardé son regard aiguisé comme un laser. Fixé entièrement sur moi. Je sais effectivement à quel point c'est important, a dit doucement la générale. Elle a tendu la main, et a pris son propre verre d'eau. Je sais exactement qui fait le vrai travail. Et qui se contente de vendre le papier. Julian a tressailli. L'insulte subtile, mais mortelle, l'a frappé en plein dans le mille. Je suis resté parfaitement immobile. Les regardant se tortiller, sous le poids d'un véritable leader. Si vous avez déjà dû rester assis en silence, pendant que des gens arrogants et faux s'attribuaient le mérite de votre dur labeur. Vous savez exactement à quel point ce moment était savoureux. Cliquez sur ce bouton j'aime maintenant, si vous connaissez ce sentiment. Laissez un commentaire ci-dessous, et dites-moi, je connais ce sentiment, pour que je sache que je ne suis pas la seule à avoir eu affaire à ce genre de déchets d'entreprise. La générale Sterling a pris une lente gorgée de son eau. Elle a posé le verre silencieusement, sur la nappe en lin. Elle s'est adossée à sa chaise, et a croisé les bras. Elle n'allait pas crier. Elle n'allait pas faire de scène. Elle allait juste s'asseoir là. Et les laisser continuer à creuser leur propre tombe. J'ai regardé Julian. Il me fixait. Une véritable peur s'insinuant enfin dans ses yeux. La bulle protectrice de l'illusion de sa mère venait d'éclater. J'ai posé mes avant-bras sur la table. Le piège était refermé. La porte était verrouillée. Maintenant, il était temps de lâcher le prédateur.
Les serveurs ont débarrassé les assiettes de salade. Et ont apporté les plats principaux. De l'entrecôte avec os. Du bar poêlé. La pièce sentait le beurre de truffe et les asperges rôties. Evelyne, complètement aveugle à la lourde tension qui planait sur notre bout de la table, s'est levée de nouveau. Elle a pris un lourd verre à vin en cristal et une cuillère en argent. Tigne, tin, tigne. Le son aigu a forcé tout le monde à s'arrêter de manger et à la regarder. Elle a lissé le devant de sa robe en soie hors de prix. Et a pris ce visage de mère souffrante, excessivement théâtral. Elle a soupiré, me regardant de haut avec une pitié répétée. Je veux juste dire, à quel point je suis incroyablement fier de Julian, a annoncé Evelyne. Sa voix dégoulinant de fausses émotions. Il est en train de bâtir un véritable héritage. Un héritage de protection concrète pour ce pays. Elle a fait une pause. Elle m'a regardé. La condescendance dans ses yeux était toxique. Et Elsie. Eh bien. Voici notre fille, celle qui a choisi de se cacher derrière de la paperasse logistique. Au lieu d'avoir un réel impact comme son frère. Elle aime jouer la sécurité. Julian a fait un lent hochement de tête satisfait. Ce sourire narquois et arrogant, qui donne envie de frapper, s'est épanoui sur son visage. Il a carrément tendu la main, et a tapoté l'épaule d'Arthur. Comme deux hommes partageant le fardeau, d'une femme décevante. 3 secondes de silence de mort ont suivi. Puis, la générale Victoria Sterling a lentement reposé sa lourde fourchette en argent, sur son assiette. Elle n'a pas fait de bruit. Elle l'a posée avec un contrôle total. La générale n'a pas regardé Evelyne. Elle a tourné la tête. Ses yeux gris acier se verrouillant sur Julian. Son regard était glacial. C'était le regard que l'on jette à un insecte, avant de l'écraser. Julian, a dit la générale Sterling. Sa voix était basse, mais elle commandait chaque centimètre carré de cette pièce. Venez-vous de dire que votre sœur n'avait jamais vu de véritable déploiement? Le sourire narquois de Julian a vacillé. Il a cligné des yeux, confus par le changement soudain de pression de l'air. Il a ouvert la bouche pour répondre. Peut-être pour faire une autre blague sur mon travail en entrepôt. Mais il n'en a pas eu l'occasion. La générale n'a pas attendu sa réponse. Elle a tourné brusquement la tête vers moi. Sa voix a retenti, aiguë et tonitruante, résonnant sur les murs en acajou. Major Allen. Dites à votre famille, où vous étiez il y a 18 mois. Evelyne a paniqué. Le titre major avait enfin été assimilé par son cerveau de grimpeuse sociale. Elle voyait son parfait dîner de décès, lui glisser entre ses doigts manucurés. Oh. Général, a balbutié Evelyne. Agitant les mains nerveusement. Elle traîne juste dans une base d'approvisionnement. Elle. Je m'adresse à MON officier, a rugi la générale Sterling. Les mots ont tranché la fausse voix polie d'Evelyne. Comme une machette à travers du papier mouillé. La bouche d'Evelyne s'est fermée d'un coup sec. Elle a physiquement reculé, se repliant sur sa chaise. Arthur fixait son verre d'eau. Le visage complètement pâle. Transpirant à travers son col. La générale Sterling a plongé la main dans la poche intérieure de son blazer anthracite. Elle a sorti une lourde pièce en laiton massif. Le challenge coin d'un général 4 étoiles. Elle l'a lancé. La lourde pièce de métal a heurté la table en marbre, juste devant l'assiette d'Evelyne, avec un claquement sec et violent. Il y a 18 mois, a déclaré la générale, sa voix dure et intransigeante. Le major Elsie Allen a planifié et commandé l'opération Vanguard. Un raid d'action directe classifié derrière les lignes ennemies. Elle s'est introduite dans une base hostile. Son équipe a neutralisé 14 terroristes armés. Et a sorti 42 otages internationaux d'un sous-sol, en vie. Toute la salle de 23 personnes a arrêté de respirer. Le sénateur Sterling a posé son verre de vin, me regardant avec un respect soudain et intense. La générale n'avait pas fini. Elle s'est levée. Elle a posé ses 2 mains à plat sur la table, se penchant en avant. Dominant l'espace. Elle ne s'est pas cachée derrière un bureau. La générale Sterling a continué, sa voix dégoulinant d'un dégoût absolu en regardant Evelyne. Elle a pris une balle dans son gilet. Et des éclats d'obus dans les côtes. Pour s'assurer que ces hommes s'en sortent. Elle porte la Silver Star sur sa poitrine.
Remise en main propre par le président des États-Unis. Le visage d'Evelyn s'est vidé de tout son sang. Elle ressemblait à une figure de cire fondant sous une lampe chauffante. La bouche ouverte, mais aucun son en sortant. La générale Sterling a reporté son regard mortel sur Julian. Vos contrats de défense en papier, a ricané la générale, sont des ordures absolument sans valeur. Sans le sang de véritables opérateurs de combat. Comme votre sœur. La mâchoire de Julian était béante. Sa lèvre inférieure tremblait violemment. La façade de l'arrogant Golden Boy PDG était entièrement brisée. Il avait l'air petit. Pathétique. Un imposteur démasqué dans son propre temple. Il a baissé les yeux vers la table, incapable de croiser le regard de sa fiancée, Clara, qui le fixait maintenant sous le choc total. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas exulté. Je n'avais pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Les dégâts étaient totaux, absolus, et permanents. Je suis resté parfaitement droite sur ma chaise. Les épaules carrées. Les mains posées calmement sur mes genoux. J'ai regardé directement dans les yeux de la générale Sterling. Mon visage était un masque de pierre froide et impassible. Mission accomplie, général, ai-je dit doucement. Le sénateur Richard Sterling a brisé le silence de mort. Il a tourné la tête lentement, regardant directement mon père. Le sourire poli et factice du politicien avait disparu. Remplacé par un dégoût profond et viscéral. Vous avez un véritable héros assis à votre table, Arthur, a grondé le sénateur. Sa voix était basse, mais elle portait un poids lourd et dangereux. Et vous restez assis là, à fixer votre assiette. Et vous laissez votre fils lui manquer de respect comme ça. Devant ma femme. Arthur a étouffé. Il a tiré frénétiquement sur le col de sa chemise bon marché. Des perles de sueur lourde perlaient sur son front, dégoulinant le long de son visage. Et s'accrochant à la barbe de quelques jours sur sa mâchoire. Il a ouvert la bouche. Mais seul un couinement rauque et pathétique en est sorti. Il a baissé les yeux à nouveau, sur sa purée de pommes de terre à moitié mangée. Lâche jusqu'à la fin amère. Il ne pouvait même pas regarder le sénateur dans les yeux. Evelyn a réalisé que le navire coulait. Son emprise sur le cercle social d'élite qu'elle vénérait, lui glissait entre les doigts. Elle a immédiatement déployé son arme ultime, la routine de la fausse victime. Des larmes de crocodile se sont instantanément formées dans ses yeux. Sa lèvre inférieure a tremblé avec un timing parfait et répété. « Oh. Richard, s'il vous plaît », a balbutié Evelyn. Portant une main manucurée à sa poitrine. Elle a forcé sa voix à se briser. Nous n'en avions aucune idée. Elsie ne nous dit jamais rien. Elle nous met à l'écart. Si j'avais su que ma propre fille était en danger. Plaf. Une main osseuse et veinée s'est abattue violemment, sur la lourde table en acajou. L'argenterie a sursauté. De l'eau a débordé des verres en cristal. Trempant le lin blanc. Grand-mère Margaret s'est levée. Elle s'appuyait lourdement sur la table, les jointures blanches. Foudroyant sa belle-fille du regard. Sa voix était du pur fer rouillé. Tu savais, a grondé Margaret. Toute la pièce a tressailli. Ne reste pas assise là, à mentir à ces gens, Evelyn, a continué Margaret. Pointant un doigt tordu juste sous son nez. J'étais là. Quand elle a appelé depuis le sable, couverte du sang de son pote. Tu t'es moqué d'elle. Tu lui as demandé si elle passait la serpillière. Tu as choisi d'être sourde et aveugle. Parce que son uniforme n'imprimait pas de billets. Pour que tu puisses t'en vanter au country club. Tu me donnes envie de vomir. Le visage d'Evelyn s'est tordu de façon ignoble. La façade aristocratique s'est fissurée en deux. Exposant le cœur pourri à l'intérieur. Elle a repoussé sa lourde chaise en cuir avec tant de force, qu'elle a crissé violemment contre le parquet. Elle a bondi autour de la table. A attrapé mon avant-bras. Et a enfoncé ses ongles en acrylique profondément dans ma peau. Dehors. Maintenant, a-t-elle sifflé entre ses dents. Son haleine sentait le vin aigre et la panique. Je l'ai laissé me tirer. Non pas parce qu'elle était plus forte. Mais parce que je voulais que cela se fasse en privé. Je l'ai laissé me traîner par les lourdes doubles portes, jusque dans le couloir étroit et sombre, à l'extérieur de la suite privée. Julian a couru après nous.
désespéré d'échapper au regard de la générale. Les lourdes portes se sont refermées derrière lui, coupant la douce musique de jazz et le bourdonnement du restaurant. Ici, l'air semblait froid et confiné. Les murs du couloir étaient recouverts de pierres sombres et polies. Ça ressemblait à un bunker. Evelyne a lâché mon bras et s'est retournée. Elle haletait lourdement. Sa robe en soie hors de prix semblait froissée. Le masque était entièrement tombé, révélant l'animal enragé et obsédé par le statut qui se cachait dessous. « T'es contente, maintenant » a hurlé Evelyne. Elle a pointé un doigt tremblant à un pouce de mon visage. « Tu as fait ça exprès. Tu m'as humilié devant les Sterling. Tu as piégé Julian, juste pour ruiner son avenir. Tu gâches toujours tout. » L'attaque classique, nier, attaquer, et inverser les rôles de victime et de bourreau, Darvaux. Je venais de prendre une balle pour gagner ma vie. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était elle qui saignait sur le tapis. Elle se fichait éperdument que j'ai failli mourir il y a 18 mois. Elle ne se souciait que de sa mauvaise image lors d'un dîner. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Julian était plaqué contre le mur de pierre froide. Son costume sur mesure flottait sur sa carrure. Il pleurait, en fait. De vraies larmes pitoyables coulaient sur ses joues. Sa poitrine se soulevait, à coups de respiration rapide et superficielle. Le faux PDG venait de réaliser qu'il avait passé la dernière heure à se vanter d'armes en papier, devant une femme qui avait appuyé sur de vraies gâchettes. Il réalisait qu'il n'était rien. Je n'ai pas reculé. Je ne lui ai pas crié dessus. J'ai fait un pas délibéré en avant, réduisant la distance entre ma mère et moi. J'ai redressé mes épaules, serré ma mâchoire, et je l'ai regardé de haut. J'ai utilisé exactement la même présence physique que celle que j'utilisais lors de l'interrogatoire de combattants hostiles. Une domination totale et mortelle. Evelyne a senti le changement dans l'air. Elle a instinctivement reculé d'un pas. Ses talons au trébuchant maladroitement sur l'épaisse moquette. Ses omoplates ont heurté le mur de pierre. Elle était prise au piège. Je me suis penché tout près. Ma voix était un murmure atone. Je n'ai pas ruiné Julian, ai-je dit. Mes yeux perçant un trou juste à travers son crâne. C'est toi. Tu as choisi d'être aveugle à mon uniforme. Tu as construit une maison de verre, entièrement faite de mensonges et de faux prestiges. Et ce soir, ta propre arrogance a jeté la pierre qui l'a fait voler en éclats. Evelyne a dégluti difficilement. Elle s'est plaquée contre le mur, les yeux écarquillés par une peur bien réelle. Pour la première fois en 32 ans, elle a réalisé que je n'étais pas le punching ball calme et obéissant qu'elle avait élevé. J'étais une arme. Et elle venait de regarder dans le canon. J'ai rompu le contact visuel, et j'ai tourné la tête lentement vers Julian. Il a tressailli, se recroquevillant davantage dans le coin. Il a levé une main tremblante, pour essuyer son nez. Étaler sa mort sur sa manchette en soie hors de prix. Julian, ai-je dit. Son nom avait un goût de cendre dans ma bouche. Il m'a regardé, terrifié. Attendant l'exécution. Tu voulais en savoir plus, sur les véritables déploiements, lui ai-je dit, la voix complètement dénuée de pitié. Tu viens de survivre à ton premier. Tu te souviens de l'odeur? Je n'ai pas attendu sa réponse. Je me fichais de savoir s'il pleurait plus fort. Je leur ai tourné le dos à tous les deux, les laissant suffoquer dans le couloir de leur propre création. J'ai attrapé les lourdes poignées en laiton des doubles portes. Je les ai poussées, et je suis retourné dans la salle à manger. Pour le verdict final. J'ai poussé les lourdes portes en laiton, et je suis retourné dans la salle à manger privée. La pièce était complètement morte. Le tintement de l'argenterie, le murmure des conversations discrètes, les rires forcés. Tout avait disparu. 23 paires d'yeux étaient braqués sur moi. Le sénateur Sterling avait l'air complètement épuisé, par le niveau de dysfonctionnement absolu dont il venait d'être témoin. La générale Sterling était assise exactement dans la même position où je l'avais laissée. Les bras croisés. Le visage totalement indéchiffrable. Je ne suis pas retourné à ma place, au bout de la table. Je me suis tenu près de la tête de table. J'ai gardé ma posture verrouillée, dans une position de repos rigide. J'ai pris une lente et profonde inspiration, aspirant l'air vicié, et lourd de parfum, dans mes poumons. J'aime cette famille, ai-je dit.
Ma voix a ricoché sur les murs en acajou. Elle était stable. Inébranlable. Mais je ne m'assiérai jamais, en aucune circonstance, à une table avec des personnes qui manquent de respect à l'uniforme. Je ne partagerai pas le pain avec des gens qui se moquent du sang et des os des hommes et des femmes qui sont morts à mes côtés. Evelyne a fait irruption par les portes derrière moi. Elle a pratiquement trébuché dans la pièce. Les cheveux en bataille. Sa robe en soie de travers. La panique dans ses yeux était sauvage. Comme un animal acculé, réalisant que le piège s'était enfin refermé. « Tu ne peux pas simplement partir » a crié Evelyne, en trébuchant en avant. Elle a tendu la main, essayant de m'attraper par l'épaule. « Je suis ta mère. Tu me dois ça. Assieds-toi, Evelyne. » L'ordre ne venait pas de moi. Il venait du bout de la table. Grand-mère Margaret a de nouveau frappé la paume de sa main, sur le bois. Sa voix était du pur gravier. « Laisse-la partir. » Evelyne s'est figée. L'autorité absolue dans la voix de la vieille infirmière l'a clouée au sol. Arthur n'a même pas levé les yeux. Il a continué à fixer son assiette, en transpirant. J'ai ignoré ma mère complètement. Je me suis dirigé vers l'endroit où grand-mère Margaret était assise. J'ai posé un genou à terre, juste à côté de sa chaise. Un signe de respect militaire approprié. J'ai levé les yeux, vers son visage buriné et fortement ridé. J'ai vu la fierté féroce et intransigeante, briller dans ses yeux humides. J'ai glissé ma main sous le col de mon chemisier en soie. J'ai attrapé la chaîne en métal froid. D'un coup sec, je l'ai tirée par-dessus ma tête. La plaque d'identité de mon grand-père. Le morceau d'acier rouillé et grêlé, que je portais contre ma peau depuis 10 ans. Je me suis levé. J'ai marché vers la place où Evelyne était assise. J'ai posé la chaîne, et la lourde plaque en métal sur la table en marbre. Juste à côté de son verre de vin intact. Clac. Le son sec et métallique a résonné dans la pièce silencieuse. Un point final. Un transfert total du fardeau. Je n'avais plus besoin de l'armure de métal. L'armure, c'était moi. Je me suis retourné. J'ai croisé le regard de la générale Sterling. Je lui ai adressé un hochement de tête sec et délibéré. Elle m'a rendu mon hochement de tête. Une reconnaissance silencieuse entre deux soldats, quittant un environnement hostile. Je n'ai pas regardé Evelyne. Je n'ai pas regardé Julian. Qui se cachait toujours dans le couloir. J'ai tourné le dos à la pièce entière. Et je suis sorti. J'ai gardé la tête haute. Mes pas mesurés, et réguliers, tout au long du long couloir moquetté du restaurant. Puis je suis sorti, dans la nuit moite de décès. J'ai conduit ma Jeep Wrangler noire cabossée, à 17 km des limites de la ville. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas baissé les vitres. J'ai simplement agrippé le volant. Et j'ai conduit, jusqu'à ce que les lampadaires s'espacent, et que la circulation dense s'estompe. Je me suis garé dans le parking vide d'une vieille église en briques, dans une banlieue calme de Virginie. Le parking était désert. Éclairé seulement par un unique lampadaire ambré vacillant, près de la benne à ordures. J'ai coupé le moteur. Le silence soudain à l'intérieur de l'habitacle était assourdissant. J'ai plongé la main dans la poche de mon pantalon. Avant que je ne quitte le restaurant. Grand-mère Margaret m'avait glissé dans la main un morceau de papier épais de couleur crème plié. J'ai allumé le plafonnier à la lumière blafarde. J'ai déplié le papier. C'était une note manuscrite. L'écriture était tremblante. Écrite par une main qui avait passé une vie entière à travailler trop dur. Elsie. Ta mère a hérité de ma peur. Mais tu as hérité de mon courage. Arrête d'attendre qu'il te voie. Les bonnes personnes dans ce pays ont déjà vu exactement qui tu es. J'ai lu les mots, encore et encore. Arrête d'attendre qu'il te voie. J'ai plié le papier soigneusement. Et je l'ai posé sur le tableau de bord. J'ai agrippé le cuir épais du volant à 2 mains. Mes jointures sont devenues blanches. J'ai fermé les yeux. Et pour la première fois en 10 ans. Le mur d'acier que j'avais bâti autour de ma poitrine s'est fissuré. La première larme était chaude. Me piquant l'œil avant de couler sur ma joue. Puis une autre. Puis le barrage a complètement cédé. J'ai cherché mon souffle. Je me suis affaissé en avant. Reposant mon front contre le volant dur.
J'ai pleuré. Je n'ai pas juste versé quelques larmes silencieuses. J'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai sangloté, avec la force laide, violente et déchirante d'une décennie de chagrin réprimé. J'ai pleuré pour la jeune fille de 22 ans, qui était montée seule dans un bus Greyhound. J'ai pleuré pour Carlos, qui se vidait de son sang dans le sable. J'ai pleuré pour l'épuisement absolu et écrasant. D'essayer de prouver ma valeur, à des gens qui s'acharnaient à me mépriser. Les lourds sanglots ont secoué tout mon corps, résonnant dans l'habitacle exigu et sombre de la Jeep. Ça faisait mal. J'avais l'impression que mes côtes se brisaient physiquement. Mais à chaque respiration saccadée, le poids toxique des attentes de ma famille quittait mon organisme. Le gaslighting. Le besoin constant de leur approbation. L'ombre étouffante de l'enfant en or. Tout cela s'estompait. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. Et que mes yeux brûlent. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument plus rien. Je me suis rassise sur le siège du conducteur. Je me suis essuyé le visage avec le dos de la main. Ma poitrine semblait vide. Mais pour la première fois de ma vie, ce vide ne ressemblait pas à une punition. Il ressemblait à un espace propre. Il ressemblait à de la liberté. J'ai baissé la main, et j'ai tourné la clé de contact. Le moteur de la Jeep a rugi. Fort et fiable dans la nuit silencieuse. J'ai passé une vitesse. J'ai quitté le parking vide de l'église. Et je me suis enfoncé dans l'obscurité. Il faut exactement 48 heures, pour qu'une maison de verre se brise complètement. Emmeline, en Virginie, est une banlieue riche et repliée sur elle-même. C'est une ville qui fonctionne entièrement, grâce au ragot, au capital social, et aux relations politiques. La nouvelle de ce qui s'était passé à l'intérieur de cette salle à manger privée du Capitole grille. C'est répandu comme une traînée de poudre dans des broussailles sèches. L'empire factice et soigneusement construit d'Evelyn s'est effondré du jour au lendemain. Les élites du country club qu'elle a passé des décennies à flatter, ont soudainement cessé de retourner ses appels. Ses mensonges ont été exposés. La femme qui se pavanait en ville, agissant comme la royauté américaine, a été démasquée comme une fraudeuse. Qui avait passé 10 ans à cacher une récipiendaire de la Silver Star. Juste pour flatter son propre ego. Mon téléphone a vibré en permanence sur le comptoir de ma cuisine. L'écran s'est allumé avec des dizaines de notifications. Arthur a envoyé 6 longs messages textes. Ils étaient pleins d'excuses pathétiques et lâches. J'aurais dû m'exprimer, Elsie. Je suis ton père. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, rappelle-moi. Parlons-en en famille. Trop peu. 10 ans trop tard. J'ai supprimé le fil de discussion sans répondre. Ensuite, il y a eu les messages vocaux de Julien. J'ai écouté le premier, juste pour entendre le bruit de sa réalité s'effondrer. Ce n'était plus un jeune PDG suffisant. Il sanglotait littéralement dans le combiné. Son souffle se bloquant dans sa gorge. Elsie, s'il te plaît, suppliait Julien, sa voix aiguë et frénétique. Clara a annulé le mariage. Le sénateur Sterling a retiré son soutien à mon cabinet. Les sous-traitants du Pentagone laissent tomber mes logiciels. Je suis en train de tout perdre. Mes investisseurs se retirent. S'il te plaît, Elsie. Appelle juste la générale. Dis-lui que tu me pardonnes. Répare ça, je t'en prie. J'ai fixé le voyant de notification rouge qui clignotait sur mon téléphone. Je n'ai pas eu pitié de lui. Je n'ai pas ressenti l'envie soudaine de jouer la grande sœur protectrice. Il avait construit toute sa carrière en marchant sur la gorge des autres. Il a construit sa fierté en se moquant des gens qui ont réellement saigné pour ce pays. Maintenant, la gravité faisait simplement son travail. J'ai tapoté sur l'écran. Bloqué l'appelant. J'ai fait de même pour Arthur et Evelyn. Bloqué. 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 3 petits tapotements rapides contre le verre froid. C'est tout ce qu'il a fallu pour sectionner le poids mort et pourrissant que j'avais traîné derrière moi pendant 32 ans. Le silence qui a envahi mon appartement par la suite était absolu. Il était paisible. Mon ordinateur portable a émis un léger bip depuis le bureau en chaîne. Une notification de mail sécurisée et cryptée. Je l'ai ouvert. L'expéditrice était la générale Victoria Sterling.
Ce n'était pas pour prendre de mes nouvelles. C'était un ordre formel. La générale demandait officiellement mon transfert au Pentagone. Elle me voulait dans son équipe personnelle, en tant que conseillère tactique directe auprès des chefs d'état-major interarmés. Elle ne voulait pas de gratte-papier. Elle voulait des opérateurs qui savaient vraiment quel goût avait la poussière. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis allé dans ma chambre, et j'ai ouvert mon placard. J'ai sorti mon uniforme de service de l'armée. Le tissu bleu foncé était parfaitement coupé. Les boutons en laiton étaient polis jusqu'à refléter la pièce. Je me suis habillé lentement. J'ai épinglé les rubans sur ma poitrine. Chacun d'entre eux avait été gagné dans le noir, dans la boue et dans la ligne de mire. J'ai conduit jusqu'à l'installation militaire en Virginie du Nord. L'air du matin était d'un froid mordant, coupant droit à travers l'humidité persistante de l'été. J'ai franchi les lourdes portes en acier du poste de sécurité. Le bruit sourd et rythmique de mes bottes sur l'asphalte résonnait comme un battement de cœur. Se tenant juste après le point de contrôle, légèrement adossé à une barrière en béton, se trouvait le sergent-chef Carlos Mendes. Il avait l'air plus vieux. Le gris dans ses cheveux était plus épais. Il s'appuyait lourdement sur sa jambe gauche. Un rappel permanent des éclats d'obus, qu'il a pris pour moi dans cette ruelle du désert. Mais il portait son uniforme. Et il respirait. Carlos m'a vu remonter l'allée. Il s'est décollé de la barrière en béton. Il s'est tenu parfaitement droit, ignorant la douleur dans sa jambe. Il a fait un salut sec et impeccable. Ses yeux se sont plissés au coin, avec un sourire profond et entendu. « Bonjour, Major » a dit Carlos. Sa voix était rugueuse, familière, et ancrée. J'ai porté ma main au bord de ma casquette, rendant le salut. « Bonjour, sergent-chef. » J'ai baissé la main. Nous n'avions pas besoin de nous serrer dans les bras. Nous n'avions pas besoin de pleurer. Nous nous sommes tenus côte à côte, regardant l'immense base militaire lourdement fortifiée. C'était ma famille. Les gens qui comprenaient le prix de l'uniforme. Les gens qui n'exigeaient pas que je me rabaisse, pour que leur ego se sente plus grand. J'ai levé les yeux vers le ciel. Il était d'un bleu vif, clair, et impitoyable de Virginie. Mon frère s'était tenu devant 23 personnes. Et avait affirmé avec confiance, que je n'avais jamais survécu à une vraie campagne. Il avait tout faux. Je venais de survivre à la campagne la plus brutale, la plus éreintante et la plus épuisante, de toute ma vie. J'ai mené une guerre de 10 ans, à l'intérieur d'une maison toxique. Je me suis battu pour protéger ma santé mentale, ma dignité, et mon droit d'exister sans m'en excuser. J'ai établi une frontière faite d'acier massif. Et je me suis éloigné du champ de bataille, la tête haute. Je n'avais pas besoin d'afficher la Silver Star pour prouver ma valeur. La fierté silencieuse et inébranlable dans ma propre poitrine était le seul métal dont j'aurais jamais besoin. Et vous? Avez-vous déjà saigné pour des personnes qui vous traitaient comme un fantôme? Avez-vous déjà sacrifié votre temps, votre argent, et votre santé mentale pour finalement être étiqueté comme le raté invisible de votre famille? Je veux que vous sachiez quelque chose, tout de suite. Vous n'êtes pas seul. Et votre silence n'est pas de la faiblesse. C'est une préparation. C'est la pause tactique que vous prenez, avant de finalement fixer vos limites et de reprendre votre vie en main. Si vous avez déjà dû vous éloigner de liens de sang toxiques, pour protéger votre propre paix, je veux que vous cliquiez sur ce bouton j'aime. Cliquez sur s'abonner pour que nous puissions continuer à construire une communauté de personnes qui comprennent vraiment. Et je veux que vous laissiez un commentaire ci-dessous. Écrivez simplement « J'ai choisi ma paix ». Faites savoir au monde que vous avez survécu à votre propre campagne. N'attendez pas que des personnes toxiques valident votre existence. Vous la trouverez auprès des bonnes personnes.